Nous terminons aujourd'hui un cycle, celui sur la philosophie, un art de vie. Et en fait, d'une certaine manière, les thèmes précédents nous amènent à celui d'aujourd'hui, où on va parler de Plutarque de Chéronée, ne pas confondre avec Plutarque d'Athènes, qui est un autre philosophe. Plutarque de Chéronée, qui est connu par essentiellement ces vies des hommes illustres. Ces vies des hommes illustres. Donc là, j'ai apporté, on va pas tout lire ce matin, mais je vous ai apporté la bibliographie, les vies des hommes illustres qu'on appelle parfois aussi les vies parallèles, qui existent. Donc là, vous avez la collection complète dans la Pléiade. Et puis nous avons aussi des traités de morale. Et donc dans ces vies illustres, dans ces vies parallèles, on va avoir la peinture et la mise en scène d'un certain nombre de héros grecs ou romains, et souvent d'ailleurs justement parallèles, vie parallèle, parce qu'il va y avoir une mise en perspective, une mise en parallèle d'un personnage grec et d'un personnage romain. Je vais vous expliquer pourquoi il a écrit ça. Et ceci nous amène à faire un petit peu, quelque part, la synthèse de ce qu'on a vu avant, puisque tous les thèmes sur la maîtrise de soi, sur le bonheur, sur la justice, sur le doute, sur l'amitié, tous ces éléments qu'on a vus chez les différents philosophes et leur art de vie, vont d'une certaine manière être synthétisés, sans qu'il ait eu forcément cet objectif. Ça va être synthétisé dans ces vies des hommes illustres de Plutarque, puisqu'il va nous décrire un certain nombre de héros. Alors, je vais diviser mon exposé en plusieurs parties. D'abord vous expliquer rapidement, parallèle, je ne sais pas, qui était Plutarque, enfin ce que l'on sait de Plutarque, ce qui n'est pas grand-chose, mais plutôt resituer l'écriture de ses vies dans une perspective historique, parce qu'il y a une évolution de Plutarque dans son écriture, dans ses intentions, dans ses objectifs. Donc j'ai trouvé intéressant, en m'appuyant sur certaines études qui ont été faites récemment, de retracer un petit peu cette évolution de l'auteur. Vous allez voir, c'est très riche. Et ensuite, d'utiliser une de ces vies, enfin, ou deux, qui sont celles d'Alexandre et de César, puisque c'est les deux personnages qu'il va mettre en parallèle, montrer comment Plutarque conçoit la peinture et la description du héros. Donc ce sera une deuxième partie. Et troisième partie, donc on va garder du temps pour ça, parce que je ne résiste pas à la tentation de vous lire la comparaison de Démosthène et de Cicéron. Puisque là on a deux grands orateurs, toujours un grec et un romain, deux grands orateurs et aussi hommes politiques. Et comme parfois, après la biographie de l'un et de l'autre, il y a une toute petite synthèse, une petite comparaison, ce qui est le cas pour Démosthène et Cicéron. C'est une petite comparaison qui n'est pas très longue et que je trouve être vraiment un modèle du genre. Dans la mesure où, même si on n'a pas lu la biographie de Démosthène ni celle de Cicéron, cette comparaison qui fait à peine 3 pages campe, je trouve, de manière extraordinaire les deux personnages et leur comparaison,
Et donc je vous lirai, hein, pour finir, cette comparaison de Démosthène et de Cicéron, que je trouve tout à fait exemplaire. Hein. Et après, vous avez toute l'attitude de lire in extenso ces vies illustres. Hein. Vous imaginez quand même, c'est dans la Pléiade, donc c'est du papier fin. Hein. Voilà, il y a une cinquantaine de biographies. Il y a de quoi faire, de quoi bien vraiment se cultiver, hein, sur ces hommes antiques, autant de la Grèce que de Rome. Voilà le programme. Alors, donc Plutarque est de Chéronée, hein, c'est un philosophe, c'est un historien, c'est un penseur, hein, moraliste aussi, majeur, hein, de la Grèce et de la Rome antique. Il est né à Chéronée, c'est un grec, hein, né à Chéronée, c'est une petite ville de Béotie, pas très loin de Delphes, hein, dans ce panorama magnifique, hein, de Delphes. Et il est né vers 45-46 après Jésus-Christ, et mort vers 120-125, à peu près. Alors les historiens ne possèdent que très peu d'informations sur sa vie, puisqu'il avait pris soin de rédiger lui-même sa biographie, sa propre biographie, mais elle ne nous est pas parvenue. Donc on a quelques fragments de sa vie, notamment dans une note d'Eusèbe de Césarée, qui lui a vécu un peu plus tard, au IVe siècle, qui fait référence à sa vie. Mais surtout, en fait, les témoignages les plus importants restent ceux qu'il a lui-même glissés dans son œuvre. Parce que ça permet un petit peu de reconstituer un petit peu sa vie. Alors, qu'est-ce que l'on sait de sa vie ? Qu'il est probablement le fils d'une riche famille descendante du roi de Thessalie, hein, donc une filiation quand même assez aristocratique, qu'il suit l'enseignement de l'académie platonicienne à Athènes. Son père va lui faire suivre cet enseignement de l'académie platonicienne à Athènes, et ce qui peut expliquer quelques éléments qu'on trouve dans son œuvre, où il critique assez directement à la fois les stoïciens et les épicuriens, hein, ce qui sont un peu sa cible. Et c'est dans cette académie platonicienne qu'un certain Ammonios lui apprend les sciences et la philosophie. Il va voyager à Delphes, bon, qui n'est pas très loin, mais aussi à Alexandrie. On le trouve à Alexandrie. Et puis, il se rend déjà à Rome. Il se rendra souvent à Rome. Il s'y rend déjà une première fois, où il va enseigner le grec et la philosophie morale. Et là, on est sous les règnes d'empereurs assez connus comme Vespasien ou Titus, hein, dont on connaît la clémence plus tard. Donc il reste à Rome quelque temps, et puis il revient s'installer à Chéronée, sa ville natale, où il est possible qu'il ouvre là une école, hein, de philosophie. Il est nommé, ça c'est important dans sa vie, il est nommé prêtre d'Apollon à Delphes, pas n'importe où, à Delphes, là où il y a évidemment le siège de l'oracle, hein, d'Apollon avec la Pythie. Donc c'est une nomination évidemment très prestigieuse. Donc cette nomination, c'est probablement autour de 85, et il va occuper cette fonction jusqu'à sa mort. Et cette fonction l'amène à organiser un certain nombre de fêtes, hein, de cérémonies religieuses à Delphes et dans les alentours. Vous voyez, ça c'est un aspect intéressant, parce qu'il est philosophe, historien, moraliste, mais aussi avec un rôle, hein, prêtre, un rôle religieux important. Il va séjourner de nouveau à Rome vers 88, plus longuement en 92, et c'est vers l'an 102 qu'il va commencer à rédiger son œuvre majeure, donc les Vies parallèles. Et je vous ai expliqué un petit peu les circonstances de cette écriture.
plus tard. Il revient de nouveau à Chéronée, où il partage son temps entre l'écriture donc de son œuvre et la vie publique, puisqu'il va continuer quand même à enseigner et avoir ses responsabilités à la fois politiques et religieuses. Il meurt donc vers 125, on ne sait pas trop où, certains disent que c'est à Chéronée, d'autres disent que c'est à Thèbes, enfin, on ne sait pas trop. Alors il va écrire, puisque c'est un auteur très fécond, il va écrire, en plus de toutes ses biographies, des traités de morale, des traités de philosophie, mais aussi de théologie, de politique, de physique. On a même Plutarque physicien, où il va apporter toute une vision intéressante, notamment sur les mondes. Vous savez que depuis Aristote, on distinguait un monde sublunaire et un monde supralunaire, qui est une distinction très importante chez Aristote. Bon, il va évacuer, il va en finir avec cette vision, et il va écrire d'ailleurs quelques ouvrages sur la Lune. Donc, pour dire que c'est vraiment un érudit, un encyclopédiste, puisqu'il a une connaissance extrêmement étendue dans beaucoup de domaines. Et il va étudier dans ses biographies un certain nombre de personnages et de héros, où il va adopter, comme on le verra, plus une posture de moraliste que de pur historien. Puisque son objectif est de dégager, et je vous donnerai les textes qui appuient cela, son objectif c'est de dégager plutôt le portrait moral de ces héros, comment ces héros se comportent dans l'adversité, dans la victoire, dans l'épreuve. C'est vraiment des mises en scène tout à fait extraordinaires de ces héros, plutôt que de rapporter des faits historiques précis et objectif. Oubliez, c'est un moraliste, et donc il va mettre en exergue les vertus, mais aussi les vices, les défauts de ces héros. Et ce qui domine, en tout cas dans une grande partie de ces vies parallèles, c'est l'exaltation de la grandeur de l'âme humaine. C'est pour ça que, bien sûr, ce seront des portraits parfois assez contrastés, assez ambivalents, puisque même les plus grands héros ont des défauts, ont des passions, ont des accès de colère, par exemple, comme on le verra. Ils ont des défauts, ils sont humains. Mais il ne faut pas oublier que Plutarque est grec, même s'il va être très imprégné de culture latine, il ne connaîtra jamais le latin aussi bien que le grec. Et que chez les Grecs, le héros est celui qui a une double nature. C'est la définition même du héros. Il a une nature divine et il a une nature humaine, puisque c'est toujours le fils ou la fille d'un dieu et d'un humain. Ça, c'est la définition même du héros grec. Double nature, divine ou céleste, spirituelle, et humaine. Et toute la problématique du héros, les pérégrinations du héros, le parcours du héros, ses épreuves, tout ça va être un ensemble de faits où on va voir ce héros tiraillé entre sa nature divine, céleste, et sa nature humaine. Et comment, à certains moments, c'est la nature divine qui prend le pas, et là on voit le héros qui se met au service de quelque chose qui le dépasse, ou d'une idée ou d'une cause qui le dépasse complètement. Et c'est là où on a les plus belles pages de la description de ces héros, quand ils sont des canaux au service d'eux, comme Héraclès au service de Héra, la gloire d'Héra. Tout ce qu'il fait, c'est pour quelque chose qui le dépasse complètement. Et à d'autres moments, eh bien, c'est la nature humaine, trop humaine, qui ressurgit. Et là, on voit le héros comme n'importe quel être humain, céder à la violence, céder à cette fameuse démesure, cette fameuse hubris
que les Grecs redoutent tant. Et c'est là où on voit que Plutarque est vraiment grec, parce qu'il va, et on le verra évidemment de manière exemplaire avec Alexandre, ce personnage qui est tiraillé entre une ambition, une vision de conquête, mais aussi de mélange de culture et de civilisation, avec certains faits où on ne peut que reconnaître qu'il a cédé à la cruauté, à la violence, à la colère, parfois même à la boisson. Donc là, c'est cette peinture très, très, très ambivalente, mais qui est intéressante, mais qui a quand même comme objectif premier d'être un outil d'émulation, d'imitation, de stimulation pour le citoyen. C'est-à-dire, vous avez des exemples dans l'histoire dont vous pouvez vous inspirer. Et lui-même reconnaîtra que plus il avance dans la rédaction de ses biographies, plus il les considère comme des modèles de vertu, de comportement, et qui l'inspirent au quotidien. Même si, comme on le verra, il y a une évolution dans son écriture. Donc on peut dire qu'il va être le plus éloquent propagateur dans l'Antiquité du culte des héros. C'est pour ça que j'ai intitulé « L'art de l'héroïsme », puisqu'il va mettre en scène un certain nombre de héros, dont certains sont plus connus, évidemment, que d'autres. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a à peu près 50 biographies, dont 46 sont présentées par pair. Les autres sont des biographies uniques, qui comparent donc ces biographies parallèles des Grecs et des Romains célèbres. Par exemple, on va avoir Thésée et Romulus. Thésée, le fondateur de la ville d'Athènes, et Romulus, qui va évidemment être le fondateur de Rome. Alexandre et César, deux grands conquérants, évidemment, donc il va les comparer. Démosthène et Cicéron, donc là, deux grands orateurs, impliqués totalement dans la vie politique de leur temps, ce qui leur sera fatal à l'un et à l'autre. On va trouver aussi Lycurgue, le grand législateur grec, et son parallèle Numa Pompilius, qui va donner à Rome un certain nombre d'institutions importantes. Il va aussi opposer Alcibiade, ce fameux Alcibiade, si bien décrit depuis par Jacqueline de Romilly, ce disciple de Socrate, charmeur, évidemment à l'excès, passionné de tout ce qui brille, et il va l'opposer à Coriolan, un autre personnage de l'Antiquité qui, lui, au contraire, va se mettre en colère contre tout ce qui est vil. Donc, on va avoir ce parallèle entre Alcibiade et Coriolan. On va avoir aussi, là c'est un peu plus tard, Démétrios et Antoine, le fameux Antoine, l'Antoine de Cléopâtre, qui sont tous les deux de joyeux... de bons vivants, mais fougueux, généreux, et c'est cet aspect-là aussi que Plutarque va mettre en évidence. Bon, il y en a plein d'autres, Thémistocle et Camille, Lysandre et Sylla, bon, je ne vais pas toutes vous les citer, mais donc 50 biographies au total. Alors, évidemment, ces vies illustres, ces vies des hommes illustres sont l'œuvre la plus connue de Plutarque, et après un temps où elles vont être un peu éclipsées, elles vont là aussi ressurgir par des philosophes à partir de la Renaissance qui vont les refaire vivre, notamment Montaigne, qui admirait beaucoup les vies de Plutarque, Érasme aussi, Rabelais qui va en faire mention, et plus proche de nous, Corneille, Shakespeare qui va être très influencé par les vies de Plutarque et qui va y puiser des sujets de tragédie. Donc il y a un certain nombre de tragédies shakespeariennes qui vont être directement influencées par les vies de Plutarque. Et un autre grand lecteur et admirateur des vies parallèles, c'est Rousseau.
c'est Rousseau, notre cher Jean-Jacques, puisque jusqu'à la fin de sa vie, il va les avoir avec lui. Je vais vous lire un petit passage où Rousseau témoigne de son admiration pour ses vies de Plutarque. Il écrit « Plutarque excelle par les mêmes détails dans lesquels nous n'osons plus entrer. Il a une grâce inimitable à peindre les grands hommes dans les petites choses. » C'est bien résumé. Et il est si heureux dans le choix de ses traits que souvent un mot, un sourire, un geste lui suffit pour caractériser son héros. Par un trait plaisant, Hannibal rassure son armée effrayée et la fait marcher en riant à la bataille que lui livra l'Italie. Agésilas, à cheval sur un bâton, me fait aimer le vainqueur du grand roi. César, traversant un pauvre village et causant avec ses amis, décèle sans y penser le fourbe qui disait ne vouloir qu'être l'égal de Pompée. César, il a du mal un peu avec César. C'est sûr qu'entre Alexandre et César, là c'est assez clair qu'il préfère Alexandre. Mais c'est parce qu'aussi, ça c'est comme pour tout biographe, il est dépendant des sources. Et c'est sûr que sur Alexandre, à son époque, il y avait beaucoup d'écrits sur les conquêtes d'Alexandre et sur déjà ce qu'était la légende d'Alexandre, beaucoup plus que sur César, hein, où c'était d'abord beaucoup plus âgé quand il a commencé à être connu, et puis il a moins fait rêver, on peut dire, qu'Alexandre. Alexandre avale une médecine et ne dit pas un seul mot, c'est le plus beau moment de sa vie. Aristide écrit son propre nom sur une coquille et justifie ainsi son surnom. Philopémène, le manteau bas, coupe du bois dans la cuisine de son hôte. Voilà le véritable art de peindre. Et donc ça c'est Jean-Jacques Rousseau qui témoigne de son admiration pour la peinture des caractères que fait Plutarque et qui nous rend ces héros très proches. Alors, on a aussi donc des traités de morale. Il aurait écrit plus de 230 traités, hein, c'est pour dire que c'est vraiment un auteur prolifique, dont on n'a que presque 80 aujourd'hui qui nous sont parvenus. Et donc là, vous avez des éditions, là aussi des traités de morale, de la curiosité, de la tranquillité de l'âme, des vertus morales, du daimon de Socrate, sur Isis et Osiris, enfin bon, plein de petits traités courts de morale où il va là aussi être dans une lignée de moralistes, mais aussi pour inspirer, stimuler ses compatriotes. Alors, quelles sont les sources d'inspiration de Plutarque ? On l'appelle parfois le père de la biographie. Le père de la biographie ou de la biographie comparée, puisqu'en fait c'est quand même une spécificité de son œuvre, ce parallélisme. Et il est vrai qu'avant Plutarque, on n'a pas vraiment ce style de biographie où on a des ébauches, simplement des ébauches de ce genre. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de faire de parallélisme entre deux personnages était un grand classique des exercices de rhétorique dans les écoles de philosophie classique, et notamment à l'Académie de Platon, mais aussi au lycée d'Aristote, où c'était un des exercices privilégiés de rhétorique que de prendre deux personnages historiques et de faire un parallèle, puisque ça oblige à mettre en œuvre pas mal de qualités, hein, la concision, vraiment de sortir d'un personnage qui a d'essentiel, et de faire cette comparaison qui est un exercice à part entière. Donc l'exercice en lui-même, il était connu au moins de manière orale. Alors les sources d'inspiration de Plutarque, on cite toujours l'épopée, bien sûr, et notamment Homère, avec l'Iliade et l'Odyssée. C'est une source généralement évoquée, mais quand on se penche un peu plus sur ce qui a pu inspirer Plutarque,
on trouve 3 genres littéraires qui sont importants à l'époque et qui sont sûrement plus pertinents que l'épopée. Le premier genre, c'est ce qu'on appelle le panégyrique. Le panégyrique, ou sa forme complète, qui était très répandue à l'époque, est l'éloge funèbre. Et là, on a certains représentants de ce style, donc panégyrique, c'est-à-dire une sorte de discours exaltant les vertus de celui qui vient de disparaître. Et en général, dans ce type d'exercice ou de style, on va jeter un voile pudique sur ce qui aurait pu être, disons, les vices du défunt. Donc, éloge funèbre. Et là, on a un exemple assez célèbre qui est Xénophon, qui est un auteur grec du 5e, 4e siècle avant notre ère, et qui représente assez bien ce genre d'éloge. Puisqu'on parle toujours de l'apologie de Socrate, de Platon, mais il faut savoir que Xénophon a rédigé une très très belle apologie de Socrate aussi, et il y a les Mémorables de Xénophon, qui sont cette œuvre où il va parler d'un certain nombre de personnages mémorables. Donc, éloge funèbre, ça c'est une source d'inspiration. Deuxième source d'inspiration, la relation historique. Voilà, on relate l'histoire des faits historiques avec un certain nombre de personnages. Et là, on a un autre modèle dont il a pu s'inspirer, qui est Polybe, qui vit au IIe siècle avant Jésus-Christ et qui va avoir toute une œuvre importante qui s'appelle Histoire, au pluriel. Bon, c'est peut-être pas aussi prestigieux que Thucydide, ou Tite-Live chez les Romains, mais quand même, il va s'illustrer dans ce genre historique. Et là, on voit aussi, comme chez Plutarque plus tard, ce dilemme de l'historien et du biographe. Parce que ce n'est pas évident de choisir son camp et d'être à la fois historien, c'est-à-dire pour relater quand même les faits historiques avec une relative objectivité, et en même temps biographe d'un personnage. Et il est vrai qu'à partir de Polybe, il y a des personnages dans l'histoire qui prennent un petit peu le pas sur simplement le récit de faits historiques. Donc ça, c'est une deuxième source d'inspiration. Et enfin, le portrait, ou sa forme développée qui est le roman. Et c'est vraiment intéressant de voir que déjà, dès l'Antiquité, il y a certains qui vont écrire des romans, où il va y avoir un rapport très particulier entre l'auteur et son héros. Avec ce que l'on connaît encore aujourd'hui dans le roman, où il y a un phénomène de miroir qui peut s'instaurer entre l'auteur et son héros. Et parfois, c'est les personnages de romans qui échappent à l'auteur, qui vivent leur vie. Et là, on n'est plus du tout, évidemment, dans le récit historique, ni dans l'éloge de quelqu'un qui a vécu, mais dans une création. Et ce qui est intéressant chez Plutarque, c'est que dans son évolution, il va y avoir aussi cet aspect-là, du roman, où le héros, le personnage principal, va avoir une vie avec tout un pittoresque, avec vraiment un accent sur le pittoresque du personnage, différent de ce qu'il y a dans la relation historique, qui se veut plus objective, ou évidemment dans l'éloge funèbre. Et il faut savoir que par rapport à cette étude de caractère, qui va être l'origine du roman, eh bien c'est l'école d'Aristote qui va jouer un rôle important, puisque vous connaissez ce souci de description, de classement qu'on a chez Aristote, et c'est vraiment le trait qu'il va imprimer à son école. Et donc là, il va y avoir plusieurs philosophes de cette école, et notamment Théophraste, qui est le successeur direct d'Aristote, qui va s'intéresser à un certain nombre de caractères, la description de certains caractères, et donc là, plus psychologique que historique. Donc, il va y avoir toutes ces sources qui vont influencer Plutarque, même s'il a un génie propre.
c'est dans ce contexte qu'il va commencer à écrire ses vies, pour dire que voilà, il n'apparaît pas comme ça, comme une génération spontanée, mais que c'est dans un grand contexte où les gens s'intéressent à l'histoire, au caractère des personnages et à déceler aussi leur vertu dans les éloges. Donc, comment ceci va influencer Plutarque ? Dès son entrée dans l'écriture, il va composer des vies. Là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas le quitter. L'intérêt pour le récit d'une vie. Et qu'est-ce qu'il va faire au début ? Eh bien, il va prendre certains empereurs romains, certaines dynasties, puisque à partir de Jules César, l'histoire romaine s'écrit découpée en règne d'empereurs, et donc il va commencer à écrire des vies, des biographies d'empereurs. Bon, il commence par une vie d'Othon, c'est pas le plus célèbre des empereurs romains, une vie de Galba aussi, Othon et Galba, qui sont des empereurs de la dynastie julio-cludienne, donc après César, après Jules César. Et il va continuer à composer des vies comme ça, dont il va faire cadeau, en général, aux empereurs ou à leurs descendants. Et ce genre vraiment satisfait son goût pour le récit. Mais, en fait, c'est une toute autre cause qui va être à l'origine de la rédaction de ces vies parallèles, de ces vies illustres, puisque c'est autour des années 100, c'est l'empereur Trajan, celui qui deviendra empereur, Trajan. Vous connaissez la colonne Trajane, place Vendôme. C'est ça, place Vendôme. Il n'y a pas que des bijoutiers sur place Vendôme, il y a surtout la colonne Trajane qui sculpte toutes les victoires de Trajan sur ceux qui mettaient en péril la cohésion de l'Empire. Et donc, Trajan, en 100, est élevé au Principat. Et une des grandes affaires du règne de Trajan, des grandes problématiques, c'est de renforcer la cohésion de l'Empire. Parce qu'il y a beaucoup de peuples qui menacent la cohésion de l'Empire. Et notamment, il va devoir resserrer les liens qui unissent l'Orient et l'Occident, la zone de culture grecque et la zone de langue latine. Et lorsque Plutarque se rend à Rome pour y retrouver des amis, beaucoup de ses amis se trouvent en fait être très proches de Trajan. Et c'est certainement sur leur demande, plus que même une suggestion, et notamment d'un certain Sosius Sénécio, à qui sont dédiées les vies parallèles. Ce Sosius Sénécio, qui est très influent auprès de Trajan, va demander, probablement à Plutarque, de commencer cette entreprise qui consiste à mettre en parallèle, à travers des hommes, à travers des personnages historiques, de mettre en parallèle les deux civilisations, grecque et latine. Et pas pour montrer la supériorité de l'une sur l'autre, même si parfois ça transparaît, au profit en général des Grecs, mais surtout pour montrer les liens, pour faire ressortir les analogies et les liens qui relient ces deux cultures. Donc, voilà, ça c'est la mission qui est confiée à Plutarque. Et comme il a déjà écrit ce genre de récit, eh bien c'est la personne, évidemment, toute qui s'impose pour écrire ces biographies parallèles, ce qui explique pourquoi ces vies parallèles. Parce qu'il faut toujours faire le lien entre le grec et le romain ou le latin. Et donc, c'est cet objectif qui va assurer la pérennité de l'entreprise, puisque pendant 15 ans, eh bien, Plutarque va s'atteler à rédiger ces vies parallèles. Et lorsque Sénécio mourra, eh bien, Plutarque s'arrêtera. Là, en 115, il va arrêter, c'est-à-dire que mission, objectif
rempli. Hein, et même s'il continue après à écrire, ça sera terminé de cette œuvre tout à fait particulière. Donc on voit qu'il s'inscrit déjà dans un goût de Plutarque pour la biographie, mais qu'il a une commande. Une commande pour montrer justement ces liens très puissants qui existent entre les Grecs et les Romains. Alors, j'en viens maintenant à l'évolution de Plutarque. Comment on peut comprendre l'évolution de Plutarque, parce que je trouve que c'est intéressant de voir un peu comment il évolue dans l'écriture de ses biographies, parce qu'on va avoir des styles très différents. Les premières vies qu'il écrit sont presque des versions améliorées de l'éloge funèbre. C'est pour ça que j'ai cité cette source d'inspiration. C'est un peu comme un éloge funèbre, teinté quand même un peu plus de réalisme, que souvent dans les éloges funèbres, on ne voit que le côté positif du défunt. Là quand même, c'est un peu plus ambivalent, mais c'est grosso modo un éloge funèbre revu et corrigé. Même s'il précise d'emblée qu'on ne doit pas embellir la réalité. C'est quand même en général le cas dans l'éloge funèbre. Il dit, je cite, « En face d'un défaut, on doit seulement se garder, soit de l'omettre entièrement, soit de le rendre avec une cruelle exactitude. Car dans le premier cas, le portrait ne serait plus ressemblant. » C'est ceux qui liraient le portrait et diraient mais ça n'a rien à voir avec celui qu'on a connu. Mais dans le second, ce portrait serait laid. Et donc c'est intéressant dès le début de voir chez Plutarque quand même cette volonté quand même parfois de un peu idéaliser le personnage. On n'occulte pas les défauts et les vices, mais parfois on va être indulgent, comme on le verra avec Alexandre. Et pourquoi être indulgent ? Eh bien parce que ces personnages sont au service parfois de causes qui les dépassent complètement. Et ceci peut amener à exacerber une tendance négative qui est virtuelle, qui est potentielle chez le héros, mais qui là, face à cette épreuve majeure, va se révéler. Comme ça va révéler aussi les vertus, bien entendu, qui sont dans le héros. Donc voilà comment il commence. Quand il aborde le portrait de Périclès, ça c'est vraiment intéressant, parce que là, il commence à prendre la mesure de la difficulté de l'entreprise qu'on lui a demandée. Parce que Périclès, pour nous encore aujourd'hui, Périclès, magnifique, le siècle de Périclès, même si ça a duré 30 ans, non, c'est un personnage quand même qui a une connotation positive. Et Plutarque voit bien que dans l'œuvre de Périclès, il n'y a pas que du positif. Donc, dans une préface, la préface à la vie de Périclès, qui est une préface assez complexe, il va expliquer que, pourquoi considérer Périclès comme un héros ? Eh bien, parce que il va être plus qu'un mécène, d'ailleurs. Il va provoquer, il va susciter la création d'œuvres d'art qui vont évidemment dépasser largement le temps historique de leur création. Et donc il explique que les œuvres d'art ne suscitent souvent pas d'admiration ni d'émulation envers les auteurs, parce que ceux-ci ne sont que des artisans. Donc là, on voit un peu, pas le mépris, mais un peu le dédain que Plutarque nourrit à l'instar de ces sculpteurs, dont aujourd'hui, Praxitèle, Phidias, c'est des grands personnages, mais pour lui, ce n'étaient que des artisans. Par contre, en revanche, dit-il, les belles actions, elles, suscitent un entraînement et le désir de les imiter. Et donc, ce qu'il va relever chez Périclès, c'est le fait qu'il ait fait confiance à ses artisans et qu'il ait pu
susciter, être à l'origine de la création de ces grandes œuvres qui vont évidemment lui succéder et dont on parle encore aujourd'hui. Donc, les belles actions. Donc, pas forcément les belles réalisations techniques, mais les belles actions, d'avoir vu la construction de l'Acropole, cette grande statue d'Athéna dans l'Acropole, enfin, dans le Parthénon. Et c'est en cela qu'il y a vraiment avec Périclès une orientation très particulière, puisque à partir de lui, les héros de Plutarque vont être des modèles. Et très clairement, ce que Plutarque explique, c'est qu'ils vont être des modèles, ils vont avoir un rôle incitatif, stimulant, on a envie de les imiter, parce qu'ils obéissent à des principes qui les dépassent. Ça, c'est la définition de ce qu'on va appeler l'homme de Plutarque, puisqu'il va y avoir cette expression « être un homme de Plutarque », c'est-à-dire être quelqu'un qui va mettre sa vie au service d'un principe, d'une cause, de quelque chose qui le dépasse, et qu'il va affronter en sachant qu'il n'a pas forcément tous les moyens pour faire face à ce défi. En toute connaissance de ses fragilités, de ses faiblesses, mais il va y aller. Et c'est ça qu'avec la vie de Périclès, on voit, à partir de ce moment-là, c'est très clair que les héros qu'il va dépeindre vont s'inscrire quelque part dans l'éternité. Et c'est ce qu'il aime chez Périclès, c'est qu'il va être le défenseur d'une beauté éternelle. Et en ce sens, il ne s'est pas trompé, même s'il y a plein de choses qu'on peut reprocher à Périclès. Il a su comprendre ce souci de l'éternité. Donc, c'est à partir de là qu'on va avoir cette conception des hommes illustres, des héros de Plutarque, des hommes de Plutarque. Et on va dire qu'à mi-course de son entreprise, Plutarque va rencontrer un nouveau problème et qui se pose à tout biographe, qui sont les rapports à définir entre la biographie et l'histoire. Et c'est avec Alexandre et César que le problème se pose de la manière vraiment la plus cruciale, déjà pour Plutarque, puisqu'il a plein de faits historiques à sa disposition, mais évidemment, il va devoir choisir. Et là, il va devoir faire face à des critiques. Pourquoi avoir choisi tel fait et pas tel autre? Et il va devoir justifier ses choix. Où s'arrête l'historien? Où commence le biographe? Vous voyez? Et ça, c'est un sujet, je trouve, intéressant, parce que même en France, on a vraiment un goût prononcé pour l'histoire, et notamment pour les biographies, puisque chaque année, il y a des dizaines et des dizaines de biographies qui sortent. C'est toujours un problème. Et donc, qu'on voit bien avec Plutarque, déjà. Donc, lorsqu'il écrit la biographie d'Alexandre et la biographie de César, il va être confronté à ce dilemme. Que choisir? On peut pas, ce sont des biographies quand même assez courtes, donc il faut faire un choix, et quel choix? Et là, c'est dans la préface de la vie d'Alexandre, puisqu'il va faire une préface à cette vie, pour justement expliquer ses choix, puisqu'il a déjà fait l'objet de critiques où on lui demande de se justifier, il écrit ceci. Et ça, c'est un texte très important, enfin, c'est peut-être le plus connu de Plutarque, où il explique sa méthode. Mais à partir de ce moment-là, c'est pour ça qu'il y a vraiment une évolution dans son écriture. Voilà ce qu'il écrit dans cette préface à la vie d'Alexandre. « Nous prions nos lecteurs de ne pas nous chercher chicane. » C'est une des traductions. Si, au lieu de rapporter en détail et minutieusement tous les exploits de ces hommes, nous résumons la plupart d'entre eux, c'est que
et ça c'est la phrase vraiment très célèbre, c'est que nous n'écrivons pas des histoires, mais des vies. V majuscule. Hein. N'écrivons pas des histoires, mais des vies. Dans d'autres traductions, c'est des biographies. Des vies. Et ce n'est pas surtout dans les actions les plus éclatantes que se manifeste la vertu ou le vice. Souvent, au contraire, un petit fait, un mot, une plaisanterie montre mieux le caractère que les combats qui font des milliers de morts, que les batailles rangées et les sièges les plus importants. Donc, là, vraiment, il se positionne, disant, bon, aux historiens de raconter les batailles, les faits les plus extraordinaires. Bon. Et c'est souvent ce qui nous reste de l'histoire. Les batailles, hein, les batailles rangées, les sièges et les milliers ou les millions de morts. C'est pas ce qui intéresse Plutarque. Aussi, comme les peintres saisissent la ressemblance à partir du visage et des traits de la physionomie qui révèlent le caractère, et se préoccupent fort peu des autres parties du corps, hein, pour les peintres, de même, il faut nous permettre de pénétrer de préférence dans les signes distinctifs de l'âme et de représenter à l'aide de ces signes la vie de chaque homme en laissant à d'autres l'aspect grandiose des événements et des guerres. Et je crois que c'est ce qui fait le grand charme de ces vies de Plutarque. Donc si on veut avoir des détails sur la bataille du Granique, sur la bataille d'Issos, sur toutes les batailles d'Alexandre, on a les œuvres des historiens. Mais si on veut savoir qu'est-ce qui était le moteur chez Alexandre, l'âme d'Alexandre, qu'est-ce qui fait que, encore aujourd'hui, on en parle, alors qu'à sa mort, son empire a été complètement démantelé. Ce qui n'est pas le cas de César et de ses conquêtes, hein, dont nous avons encore aujourd'hui les conséquences. Mais pour Alexandre, c'est très paradoxal. Et parce qu'il a essayé de saisir l'âme d'Alexandre. Ce qui est vraiment très frappant chez Alexandre, beaucoup plus que chez César, où le portrait de César est un peu plus froid, un peu plus distant. Chez Alexandre, s'il y en a une à lire, je vous conseille de lire celle-ci. Dont les films d'ailleurs, aujourd'hui qui sont sortis sur Alexandre, se sont beaucoup inspirés, hein, puisqu'ils ont repris un peu la vie de Plutarque et qu'ils l'ont mis en scène. Donc, je crois qu'on a rarement avec plus de clarté, résumé ce qui distance la biographie du récit historique. Plutarque va donc prendre ses distances par rapport à l'historiographie pour dire qu'il cherche à retracer des caractères, des traits distinctifs de l'âme, hein, comme pour le visage pour un peintre, et leur évolution. Et ça, c'est un autre aspect très intéressant qu'on trouve dans la vie d'Alexandre, comment, pris quelque part dans le piège du pouvoir et de la conquête, eh bien, ce caractère héroïque peut s'altérer. Et où il y a toujours de la grandeur d'âme, mais il y a aussi, parfois, des excès, de la démesure, aussi bien dans la violence que dans le désarroi, le désespoir, le doute. Et c'est là où les héros de Plutarque sont vraiment très intéressants, parce qu'ils montrent toute l'ambivalence de la nature du héros. Et donc l'ambivalence de la nature humaine. Si on considère que chaque être humain est un héros. Je vous vois douter. Mais oui, enfin, à l'état potentiel, virtuel, mais dont on sait très bien, bon ben ça c'est la vie nous l'indique, que face à des circonstances extraordinaires,
il y a des choses insoupçonnées qui peuvent se révéler, dans un sens ou dans l'autre. Et la subtilité des écrits de Plutarque est de montrer que tous ces aspects, positifs ou négatifs, sont déjà là, dès l'enfance. C'est pour ça qu'il va souvent utiliser des traits de l'enfant, du héros enfant, pour montrer certains traits de caractère qui vont ensuite perdurer jusqu'à la mort, dont certains vont être mis en évidence. Donc l'évolution des caractères, ce sont des portraits étirés dans le temps, avec toute une dialectique, et c'est ça aussi qui est intéressant, une dialectique entre l'histoire et la biographie. Bien entendu, ce sont certains faits historiques, certaines décisions que ces héros doivent prendre, de traverser le Rubicon, de trancher le nœud gordien, de poursuivre Darius, enfin bon, qui vont mettre en évidence certains traits. Donc il y a vraiment une dialectique entre le fait historique et l'évolution du caractère du héros, bien entendu. Alors, on le voit donc chez Alexandre, on le voit chez César, où là aussi on voit cet homme qui commence à s'impatienter, parce qu'il a Alexandre comme exemple, comme Alexandre avait Achille. Alexandre est mu par l'histoire d'Achille. Il a toujours l'Iliade avec lui. Bon. Et César, lui, prend Alexandre comme modèle. Il se dit, bon, moi j'ai encore rien fait à l'âge où Alexandre avait déjà fait presque un empire. Puisque la gloire de César va être assez tardive par rapport à, évidemment, la jeunesse d'Alexandre qui meurt à 33 ans à la tête d'un empire qui couvre la moitié de la planète, pratiquement. Donc, vous voyez comment chacun va s'inspirer d'Achille pour Alexandre et d'Alexandre pour César. Donc, dans la vie de César, il y a aussi cet équilibre, cette dialectique entre des faits historiques et puis des décisions qui vont montrer la vraie âme, le vrai caractère de César. Et par rapport à Cicéron, qui est une autre très belle biographie, on a aussi quelque chose d'intéressant qui va là aussi être un tournant dans l'évolution de Plutarque, puisque Cicéron, et on le sent encore aujourd'hui, où il est moins glorieux dans l'imaginaire qu'un Alexandre ou qu'un ça, pourtant il a fait des très belles choses, mais c'est vrai que Cicéron a eu un rapport à l'histoire et à la politique assez conflictuel. Et donc, c'est un homme de lettres un peu maltraité, à qui on va faire plein de reproches, et ça le rend assez proche du cœur de Plutarque. Donc, il y a une sorte de jubilation de Plutarque pour décrire la vie de Cicéron, et aussi un embarras, puisqu'on peut dire que Cicéron n'a aucune victoire à son actif, et qu'il va mourir. Là aussi, il est assez dur, Plutarque, sur la mort de Cicéron, puisqu'il considère qu'il est mort en fuyant. Et donc, il était quand même un peu lâche, cher Cicéron. Et donc, à partir de Cicéron, qui est un homme, plus un philosophe qu'un homme politique, ou en tout cas qui n'a aucune victoire politique à son actif, que Plutarque va commencer à décrire des vies d'hommes qui ne sont pas des grands héros politiques. Là, à partir de Cicéron, ses préoccupations changent, et il va, il y a une évolution intéressante, il va s'orienter beaucoup plus vers le côté littéraire et romanesque, à partir de Cicéron. Et dans la préface à la vie de Timoléon, qu'il écrit plus tard, il donne aussi quelques clés, quelques pistes intéressantes. Il dit « Je me suis attelé à la composition des vies sur la demande d'autres. » Pour dire, c'était pas moi mon projet, on me l'a demandé. « C'est de moi-même que j'y persévère et m'y complais. » Au départ, c'était une commande, très bien, mais peu à peu, voilà, il y a un lien qui va se créer entre Plutarque et ses personnages.
L'histoire, écrit-il, est comme un miroir où je me regarde plus tâcher en quelque mesure de régler ma vie et de la conformer à leurs vertus. C'est là comme si je vivais et habitais avec eux, lorsque grâce à l'histoire, je les reçois pour ainsi dire et les garde sous mon toit. Et c'est là où on va glisser de la biographie un peu au personnage de roman. Et il va choisir des personnages qui ne sont pas vraiment des modèles de vertu. Et pour ça, il va les utiliser comme modèle de contre-vertu, quelque part, hein, des anti-héros. C'est le cas, par exemple, quand il écrit les vies d'Antoine et de Démétrios, où il a face à lui plus des aventuriers qu'en fait que de grands héros. Et il sait très bien que ce ne sont plus des modèles, et il va utiliser quelque chose qui était, un procédé qui était utilisé à Sparte notamment, dans l'éducation des jeunes hoplites, des jeunes guerriers de Sparte, où on leur montrait des soldats ivres pour les détourner de la boisson. On leur montrait des contre-exemples. Et c'est ce que va faire Plutarque, un peu avec Démétrios et Antoine. Donc, vous voyez comment on passe de ce qu'on appelle aujourd'hui les anti-héros, mais pour lesquels il a vraiment quand même de la sympathie. C'est-à-dire qu'il va montrer aussi le côté généreux, le côté jouissance de la vie, hein, le côté pittoresque de leur vie, même si dans bien des occasions, ils vont se montrer plutôt lâches. Et c'est le cas d'Antoine, dit que carrément il fait le choix de Cléopâtre et il va fuir sa mission et son devoir. Donc là, on commence la dernière phase de l'évolution de Plutarque, le héros de roman, un peu. Hein, oui, c'est plus la psychologie et bien sûr encore un modèle de vertu, mais vraiment là qu'il faut chercher un peu plus profondément. Et avec la vie d'Alcibiade, c'est aussi le cas, puisque Alcibiade est quand même un héros très ambivalent, hein, on le connaît par Socrate, et il est évident qu'il résiste mal au charme de ce séducteur, mais il va quand même en montrer toutes les limites. Et donc là, c'est le Plutarque littérateur. Et on peut se demander jusqu'où aurait-il suivi cette nouvelle inspiration, ce que l'on ne saura jamais, puisque, en fait, le commanditaire disparaissant, il va arrêter assez brusquement la rédaction de ses vies. Et il abandonne son entreprise. Mais la fin, c'est intéressant, de voir comment ces dernières rédactions vont faire référence aussi à des personnages de mythologie, ce qu'il n'avait pas trop fait jusqu'alors. C'est là où il va écrire la vie de Numa ou la vie de Romulus. Il revient à des personnages de la mythologie, et donc là on n'est plus du tout dans l'histoire, on est plutôt dans l'idéalisation du héros mythologique qui doit servir quand même d'inspiration et de modèle quelque part, mais complètement différent de ce qu'ils étaient au départ. Donc vous voyez, il y a des étapes différentes pour montrer tous les choix qu'a dû faire Plutarque dans son choix historiographique, son choix biographique, ces modèles de vertu qu'on trouve dans certaines vies de héros. Et puis, ce passage à beaucoup plus la littérature romanesque, qu'on connaît plus aujourd'hui. Bon. Donc, en résumé, ces éléments, on peut dire que Plutarque n'est pas seulement le père de la biographie, ni de la biographie comparée, hein, comme on dit souvent, mais il est le père, quelque part, de tous les genres biographiques qui vont se développer après lui.
Donc biographie plus historiographique, d'autres biographies beaucoup plus romancées. On peut dire que jusqu'à aujourd'hui, bien, tous les styles vont être quelque part des répercussions, des influences de Plutarque. Chacune de ces orientations, parce que vous voyez que les orientations changent au fil de sa vie, chacune de ces orientations va avoir une descendance. Et certains vont choisir continuer les panégyriques, les éloges funèbres, d'autres des portraits, d'autres des récits historiques qui se veulent objectifs, même si on sait que dans ce domaine il n'y a jamais d'objectivité totale, ou des biographies romancées. Et ça permet de donner un certain nombre de critères, me semble-t-il, intéressants par rapport à ce qu'on peut lire aujourd'hui, puisque le style biographique est quand même très répandu. Et donc, il faut savoir qu'il y a toujours des choix qui sont faits par l'auteur, un rapport plus ou moins mimétique ou anti-mimétique avec le héros, c'est-à-dire que l'auteur a envie de ressembler au héros, il a envie au contraire de s'en démarquer complètement, mais il y a toujours une intention. Il n'y a aucune biographie objective. Bon, ça on le sait, mais quand on lit une biographie, c'est intéressant de la décrypter à l'aune de ces interrogations, de ces remarques qu'a fait Plutarque. Bon, c'est pour ça que parfois, il prend beaucoup de liberté avec la chronologie pour rassembler un certain nombre de faits de la vie du personnage qui peuvent s'étaler de l'enfance à la maturité ou à la vieillesse pour montrer un même trait de caractère, par exemple. C'est-à-dire, bon, mais c'est pas rigoureux parce que c'est pas chronologique, mais c'est volontaire, dans un sens ou dans l'autre. On va avoir des exemples tout à l'heure avec Alexandre. Alors, j'ai choisi un exemple avec la vie d'Alexandre, c'est ça, pour développer certaines réflexions de Plutarque sur qu'est-ce que c'est qu'être un héros, sur la personne du héros, l'art de l'héroïsme, c'est quand même le sujet. Alors, comme on l'a vu, il s'intéresse aux vertus et aux vices de ces héros dans une perspective morale, moraliste, éthique, mais aussi pédagogique. C'est-à-dire comment certains traits peuvent être imités, peuvent être source d'inspiration, ou d'autres, au contraire, de rejet. Donc il souhaite faire vraiment une œuvre éducative et susciter chez ses lecteurs souvent le désir d'émulation. Et ça, il l'indique. Ce qui est bien, c'est avec Plutarque, c'est qu'il indique toujours ses intentions de manière très claire. Dans la préface de la vie de Timoléon, il écrit ceci. « Grâce à notre pratique de l'histoire et à l'habitude que nous avons prise de l'écrire, en recueillant tour à tour en notre âme le souvenir des hommes les meilleurs et les plus estimables, nous nous donnons les moyens de repousser et de rejeter tout ce que la fréquentation des hommes que nous rencontrons nous apporte nécessairement de bas, de mauvais ou de vil. Nous en détournons notre pensée pour la diriger vers les modèles les plus beaux qui la rendent bienveillante et douce. » Donc là, c'est clair que ces personnages qu'il va nous décrire sont des sources d'inspiration et de compensation par rapport à, on va dire, la médiocrité éventuellement ambiante dans laquelle chacun est plongé. Alors, déjà, ça commence, et là avec Alexandre, c'est vraiment exemplaire, avec la description physique du héros. Et dans la vie d'Alexandre, cette description physique, elle sert de prélude, quelque part, à sa biographie, puisqu'elle est située entre le récit de sa naissance, qui est quand même une naissance assez extraordinaire, et le récit de son éducation. Alors, Plutarque va mettre en évidence 4 particularités physiques d'Alexandre, des choses un petit peu étonnantes, et que ensuite il va interpréter. D'abord,
l'inclinaison de son cou, que vous voyez d'ailleurs dans les sculptures, hein, les bustes d'Alexandre. C'est quelque chose qui a vraiment été repris, donc probablement c'est quelque chose de vrai. La fluidité de son regard, la blancheur de son teint, coloré de rouge sur la poitrine et au visage. Et enfin, sa très agréable odeur. Alors ça c'est intéressant parce que Plutarque le cite comme s'il ignorait un aspect qui est très important dans la mythologie grecque, c'est que la bonne odeur évoque l'appartenance du héros au monde divin. Et vous riez, mais le christianisme n'a rien fait d'autre que de reprendre cette idée quand on parle de l'odeur de sainteté. Mais oui, puisque les saints sont supposés dégager une odeur très particulière. Une belle odeur d'encens, de myrrhe. Je ne sais pas si vous avez côtoyé déjà des saints. Bon, eh ben il y a quelque chose de très particulier et qui ne s'explique pas évidemment de manière strictement scientifique, mais qui existe donc depuis très longtemps. Et c'est vrai des saints chrétiens. Oui, mais aussi chez certains héros de la mythologie dont on dit qu'ils diffusaient une odeur très particulière. Donc c'est intéressant parce que Plutarque, lui, il a une interprétation strictement physiologique de ce processus, mais il s'inscrit dans toute une tradition très ancienne, la mythologie. Et comme il dit, il faut sans doute attribuer la cause de cette particularité donc d'odeur au tempérament d'Alexandre qui était très chaud et de nature ignée. Et donc, ignée, très chaud de nature ignée. Ignée, ça veut dire de la nature du feu. Feu. Et donc ça veut dire qu'avec 4 traits physiques, il va déjà nous indiquer quelles vont être les grandes caractéristiques morales, psychologiques du personnage. Un côté bienveillant et doux, avec l'inclinaison du cou, le regard direct, donc pas d'hypocrisie mais de la sincérité, et en même temps un visage qui peut être coloré, c'est-à-dire soumis à la passion et notamment à la colère. Sanguin, tempérament sanguin. Donc vous voyez, 2 lignes, et on a déjà un peu la peinture du héros. Chez Alexandre, dit-il, c'est la chaleur du tempérament, semble-t-il, qui le rendait enclin à la colère. Donc on voit comment un portrait physique, déjà, va apporter une première contribution à ce qui sera développement moral du personnage, et cette odeur qui le montre déjà comme faisant partie de cette lignée de héros, vraiment mi-humain, mi-divin. Alors, les caractéristiques d'Alexandre et de César, pourquoi il les met en parallèle? Ce qui va les réunir, c'est une vision ambitieuse de conquête. Et on parlait à la pause de Napoléon, c'est évident que Napoléon a dans sa ligne de mire les exploits d'Alexandre. Et c'est vrai que c'est intéressant, avec le recul, de voir comment l'évolution d'Alexandre décrite par Plutarque peut aussi, par analogie, permettre de comprendre l'évolution du général Bonaparte vers Napoléon. Au fur et à mesure des conquêtes, et donc de ce pouvoir dont on voit bien dans les vies de Plutarque que ce pouvoir peut corrompre. C'est le grand piège de tous ces grands personnages historiques. Donc une vision, c'est-à-dire il y a vraiment un côté visionnaire, c'est-à-dire de voir déjà à l'avance des choses que les autres ne voient pas. C'est toute la problématique d'Alexandre avec ses Macédoniens. Ils n'ont pas la même vision. Et donc au bord de l'Indus,
le fait d'aller encore vers l'Est, aller vers l'Inde, jusqu'aux confins du monde connu, est quelque chose qui fait vibrer Alexandre, mais pas ces Macédoniens qui sont fatigués, où il y a eu beaucoup de pertes aussi, bien entendu, et qui n'ont qu'une envie, c'est revenir chez eux, avoir un lopin de terre et vivre tranquille la vieillesse. Non, c'est là, évidemment, on voit toute la difficulté, mais quand même le fait qu'il les a quand même amenés jusque-là. Et quelque part, il les a fait participer d'une expédition unique dans l'histoire. Donc, une vision ambitieuse de conquête avec, évidemment, dès le début, cette caractéristique ambivalente, puisque cette vision ambitieuse de conquête peut amener au meilleur, au surgissement du meilleur, comme du pire dans le sens d'une puissance qui peut devenir téméraire et destructrice. Cette ambition, elle est présente en Alexandre dès l'enfance. Et là aussi, c'est quelques petits traits très rapides qui nous montrent cette ambition. Par exemple, Alexandre va se lamenter auprès de ses camarades, donc de jeu, à l'idée que son père ne lui laissera pas d'exploit à accomplir. Puisque Philippe lui-même, son père, gagne contre les Grecs, il fait gagner les Macédoniens, et à un moment donné, Alexandre dit « mais mon père va faire plein d'exploits, et à moi, qu'est-ce qui restera ?» Et il est enfant, donc pour montrer qu'il y a dès le départ ces caractéristiques du héros. C'est l'histoire ou du roman cette remarque d'Alexandre enfant, c'est de l'histoire ou du roman? Je ne sais pas. Plusieurs, c'est dans les récits de plusieurs historiens. Il y a ce récit-là, le fait de dire, bon, mais qu'est-ce qui me restera à moi, Alexandre, déjà pour briller? Et il y a le fameux récit de Bucéphale, du cheval Bucéphale, qui est un cheval fougueux que personne n'arrive à dompter, et que son père dit bon ben voilà, je l'achète pas parce que de toute façon personne ne pourra le monter, et Alexandre qui arrive et dit moi je peux le monter, mais pas par bravade. Simplement il a compris une chose, c'est que Bucéphale a peur de son ombre. C'est-à-dire que face au soleil, son ombre lui fait peur, et c'est pour ça qu'il est complètement fou. Et ayant compris cela, Alexandre va prendre Bucéphale dans l'autre sens, il le monte, et évidemment tout le monde est très surpris. Mais il y a un côté rationnel dans l'histoire, mais montrer que, voilà. Et on dit qu'il monte Bucéphale, et il y a un petit dialogue avec son père, et il dit, voilà, avec Bucéphale, je ferai la conquête du monde. Bon, voilà. Alors, là c'est pareil, c'est un récit qu'on a dans beaucoup de récits d'historiens. Est-ce que ça s'est passé réellement comme ça? Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bucéphale l'a accompagné une grande partie de son expédition. Donc, au nombre des vertus d'Alexandre, mais aussi de César, et aussi d'autres de ses héros, c'est le courage, bien sûr, le courage, la hardiesse, l'ardeur à l'action, bon, tous ces qualités de combattant, bien entendu, de conquérant, mais aussi des qualités plus pacifiques. Et ça, c'est très cher au cœur de Plutarque, pas simplement cet amour de l'action, de la conquête, mais la maîtrise de soi, la tempérance, ce qu'il appelle les vertus douces, d'humanité et de bonté. Et à plusieurs reprises, Plutarque va montrer qu'il y a cela aussi chez Alexandre. Lorsqu'il fait preuve de magnanimité vis-à-vis des filles de Darius, de la mère de Darius, à qui il va laisser la liberté, qu'il ne va pas rendre captive. Et quand, là aussi, la fille de Darius est mise en contact avec Alexandre, Alexandre lui dit « Mais comment voudriez-vous être traitée ?» Et elle lui répond en princesse.
Et il dit, bon, ben c'est ainsi que ce sera fait. Et effectivement, bon, c'est pas très courant chez les filles des conquérants que de ne pas faire captif les prisonniers, surtout les femmes. Donc là, c'est un trait que Plutarque souligne, cette bonté, cette humanité, et aussi cette vision, qui quand même sous-tend toute l'expédition d'Alexandre, d'unir l'Orient et l'Occident. C'est-à-dire de ne pas faire simplement une conquête territoriale, mais d'apporter des éléments de la civilisation grecque à la Perse, voire plus encore à l'Est, mais surtout qu'il y ait un échange, que ce ne soit pas simplement une conquête univoque, mais que pour tous ces pays conquis, il y ait un apport de la Grèce, et à la Grèce et aux Macédoniens, qui ne sont pas des gens d'une très grande finesse. Quand on dit Macédoniens, être béotien, c'est quand même pas le summum de la culture et la civilisation, de pouvoir intégrer la finesse et la subtilité des civilisations qu'ils vont rencontrer. Babylone, Persépolis, il y a un mode de vie d'une extraordinaire raffinement que les Grecs ne connaissent pas. Donc, il y a vraiment un échange. Et c'est ainsi que Plutarque va décrire l'expédition de l'Alexandre. Et ceci, c'est... Là, on a des preuves tangibles de cela, puisque, par exemple, dans l'art, si vous connaissez par exemple l'art du Gandhara, tout cet art qui va être apporté par les Grecs de représentation du Bouddha, par exemple. Vous avez des visages absolument somptueux du Bouddha, alors qu'avant l'arrivée des Grecs, il est interdit de représenter le Bouddha. Les Grecs vont apporter cet art du portrait et de la sculpture, et à partir de là fleurit cet art tout à fait extraordinaire, qu'on appelle même gréco-bouddhique, qui est l'art du Gandhara, où on voit des représentations du Bouddha à la grecque, c'est-à-dire avec le profil grec, mais ça c'est un exemple de l'union Orient et Occident, et de l'apport des Grecs à l'Orient, mais aussi avec ce sourire du Bouddha tout à fait inimitable, qui est une spécificité de l'Inde, mais que les Grecs, avec leur génie, se sont appropriés. Bon, ne parlons pas de tous les chercheurs qui accompagnaient Alexandre pour comprendre, pour connaître, et ce souci aussi de bâtir des villes, puisqu'il ne faut pas oublier qu'Alexandre a créé plus de 70 Alexandries, même s'il n'en reste aujourd'hui qu'une. Oui, celle de l'Égypte, mais donc il y avait ce souci d'apporter des éléments de civilisation et d'intégrer dans les institutions et les structures politiques les hommes conquis, ce qui lui a été évidemment beaucoup reproché par ces Macédoniens qui étaient jaloux. Donc, tout ça pour resituer un petit peu donc ces qualités aussi d'humanisme et d'être conscient qu'il est porteur d'une nouvelle civilisation. Et il est évident que même si l'empire fait par Alexandre va être morcelé à sa mort, va être éclaté, il y a quand même des choses qui restent au-delà de ce phénomène. Alors, le principal vice que Plutarque reproche à son héros, à Alexandre, c'est sa propension à la colère, qui va être la cause de quelques actes de cruauté qui n'étaient pas forcément indispensables. Enfin, c'est toujours facile après dire, mais le sac de la ville de Thèbes, presque au départ de son expédition, avoir massacré tous les Thébains, le meurtre ça c'est plutôt vers la fin de sa vie, de Cleitos, qui était comme un père pour lui, de Philolaos. Enfin, il y a un certain nombre d'accès, effectivement, de violence, d'actes de cruauté qu'Alexandre commet, mais ça va faire partie de la peinture de l'évolution du caractère d'Alexandre au fur et à mesure de son expédition, quand les difficultés s'accumulent, quand la fatigue aussi
se fait plus pressante. Alors, il ne cherche pas à camoufler les faiblesses de son héros, par contre, il est toujours porté quand même un peu à l'indulgence. Et ça, c'est ce qu'il explique. Ce qui est bien avec Plutarque, c'est qu'il se justifie toujours sur ses choix. Ce qui est quand même une preuve de grande honnêteté intellectuelle. Pourquoi ce parti pris d'indulgence? Ça, il l'explique dans la préface de la vie de Simon. Il dit « Lorsqu'en raison de quelque passion ou d'une nécessité politique, des erreurs et des fautes entachent les actions du héros, nous y voyons davantage les carences d'une vertu que de véritables vices. » Nous ne devons pas donc les signaler avec trop de zèle ni de précision dans notre histoire, mais en rougissant, si l'on peut dire, pour la nature humaine, puisqu'elle ne produit aucun caractère dont la vertu soit pure et indiscutable. C'est-à-dire, ça c'est ce fait de dire, bon, que celui qui a une vertu totalement indiscutable et irréprochable jette la première pierre, on pourrait dire, c'est-à-dire, bon, donc c'est le héros confronté à des choses qui le dépassent tellement que parfois il peut être entraîné sur la voie de l'hubris, c'est-à-dire de la démesure, et d'avoir des actes, certes répréhensibles, mais vous voyez, c'est ce côté moraliste de Plutarque qui nous fait rougir par rapport à la grandeur de l'âme humaine, mais aussi parfois à ses petitesses ou à ses faiblesses. Donc, ce qu'il nous montre, et ça c'est propre à plusieurs vies, c'est une tension entre deux forces contraires. En tout cas chez Alexandre, mais aussi César, il y a une vision de conquérant. Ils sont portés par une vision pour créer une nouvelle culture, pour créer une nouvelle civilisation. Bon, c'est quand même ce qu'a fait César aussi. La civilisation gallo-romaine, bon, bah, voilà, il est quand même à l'origine, pas tout seul, mais de cela. Donc, ils sont portés, ces héros, par une vision, une volonté de créer quelque chose de complètement différent, nouvelle culture, nouvelle civilisation avec d'autres valeurs, et en même temps, la passion. Ce sont des êtres humains, donc toujours possibilité de dévier vers la démesure. Et ça, c'est ce qu'il va montrer dans l'évolution de la vie d'Alexandre. Plus on avance, et il mourra encore très jeune, mais plus cette propension à la colère, à la démesure, à la passion, mais aussi au découragement, va être décrit par Plutarque comme des failles dans la psychologie d'Alexandre. Et alors, c'est intéressant parce que, par exemple, quand Iphaïstion, son ami, meurt, on va avoir la même réaction qu'Achille à la mort de Patrocle dans l'Iliade. Là, il y a vraiment une sorte de mimétisme. Achille est son héros. Quand Patrocle meurt, bon, Achille ne veut plus faire la guerre. Et il va falloir la volonté quand même de détruire Hector qui a tué Patrocle, disons les Troyens, pour vraiment aller au combat final. Mais il y a un moment de découragement, de désespoir, de dépression, de détresse du héros. Et là, Plutarque est assez intransigeant. Il dit « Un héros ne peut pas se permettre ces périodes de doute et de désarroi, parce que le propre d'un héros est d'être stable psychologiquement. » Et là, il va reprendre des éléments d'Aristote qui explique dans l'éthique à Nicomaque qu'un héros doit toujours souhaiter les mêmes choses
et ne pas être ni exalté, ni affligé. C'est-à-dire ne pas perdre raison. Donc ne pas faire preuve d'exaltation démesurée dans le succès, ni de désespoir ou de désarroi face à l'échec. Et il est vrai que plus tard, va nous dépeindre, par exemple, lorsque les Macédoniens refusent de le suivre au-delà de l'Indus, il est désemparé. Parce que lui avait cette vision d'aller jusqu'aux confins du monde connu. D'aller jusqu'à l'océan qui entoure la Terre, quoi. Vous imaginez ? C'est même plus que d'aller sur la Lune ou sur Mars aujourd'hui, c'est aller jusqu'aux confins du monde connu. Et quand il voit que son rêve n'est partagé par personne, là il devient violent. Et il combat les mutins, et il va faire preuve effectivement d'une certaine cruauté. Donc, vous voyez cette ambivalence. Et là, on voit le côté moraliste de Plutarque, qui considère que la vertu du héros, c'est cette capacité de maintenir ses émotions dans les limites approuvées par la raison. C'est-à-dire maîtrise de soi. Donc là, c'est le côté stoïcien, radical. Un héros ne doit pas céder à la démesure, à l'hubris, ni au découragement sous l'effet du malheur. Et donc là, c'est vraiment intéressant dans la vie, la biographie d'Alexandre, comment petit à petit cet aspect des mesures va prendre le pas à certains moments sur l'humanisme, sur la bienveillance, sur la douceur, sur ces vertus douces. Et il y a des gens qui faisaient confiance, qui vont devenir suspects, y compris son maître Aristote, qu'il avait grande confiance au départ et puis qui va devenir un peu suspect. C'est pour ça qu'Aristote d'ailleurs sera mis en danger à la fin de sa vie. Et ce que Plutarque explique, c'est que sous l'effet des circonstances apparaissent en fait les tendances de l'âme humaine, mais grossies, dans un sens ou dans l'autre. Donc face à des circonstances exceptionnelles, des prises de décision exceptionnelles qui engagent quand même des milliers de personnes, c'est des tendances qui existent, qui préexistent, qui peuvent se développer. Soit dans le bon sens, soit d'où l'importance de l'éducation. Et ça sera le grand message de Plutarque. Il dit, bon, tout le monde n'est pas face à cette mission d'une expédition, d'une conquête, etc. Mais les épreuves sont en petit les mêmes pour tout le monde. Et donc il faut pouvoir se préparer, être éduqué, travailler sur soi pour que on puisse jamais céder ni à l'hubris, ni au découragement. Donc toujours cette voie de la maîtrise, du juste milieu, sans forcément être Alexandre. C'est pour ça que ces vies parallèles, elles sont vraiment intéressantes, parce que c'est des vies de héros, mais c'est des vies humaines. Donc on n'a pas tous les jours à savoir si on va traverser le Rubicon ou s'il faut trancher le nœud gordien. Mais des décisions, il y en a tous les jours à prendre. Des échecs, des difficultés, des circonstances favorables. Et c'est pour ça qu'il nous parle des héros, mais il nous parle de l'homme. Dans un souci aussi pédagogique. Bon, ce qu'il va montrer, c'est que le pouvoir est de toute façon quelque chose qui est un grand piège pour tous ces hommes, puisque le pouvoir corrompt. Et il va corrompre, une source de corruption. Et il va donner beaucoup d'exemples de gens qui se sont laissés corrompre par ce sentiment du pouvoir. Et il dit, s'il y a un pouvoir à rechercher, ce n'est pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur soi. Bon. Voilà, donc il va donner beaucoup d'exemples. Bon, là je passe sur les procédés qu'il emploie. Parfois il délègue sa parole à certains personnages, il intègre aussi des lettres écrites dans la vie d'Alexandre. Il y a 2 lettres qu'il écrit à sa mère, Olympias. Mais
il n'y a pas encore, comme ce qui est très utilisé aujourd'hui, de monologue intérieur. On ne voit pas Alexandre dialoguer avec lui-même. Ça, c'est quelque chose, un procédé qu'il n'emploie pas. Par contre, il intègre des anecdotes, des petits récits qu'il pense significatifs. Bon. Voilà, quelques éléments, comme je disais tout à l'heure, Montaigne, la Boétie, Erasme, Rabelais, Rousseau, Shakespeare, tous ces grands vont s'en inspirer. Alors, je voulais laisser un peu de temps pour vous lire, si vous avez encore 5 minutes, la comparaison de Démosthène et de Cicéron. Pour moi, c'est vraiment un exercice vraiment modèle du genre, mais je vous laisse juger. C'est dans une traduction, parce que là vous avez différentes traductions d'Alexis Pierre. Voilà ce qui m'a paru digne de mémoire. Voilà ce qui m'a paru digne de mémoire dans tout ce que nous ont transmis les historiens touchant Démosthène et Cicéron. Je m'abstiendrai de les comparer ensemble pour le mérite de l'éloquence. Mais ce que je ne dois point oublier ici, c'est que Démosthène consacra à perfectionner son talent oratoire tout ce qu'il avait de facultés naturelles et acquises. C'est qu'il surpassa par l'énergie et la véhémence de ses discours, dans le barreau comme à la tribune, tous ceux qu'il eut pour rivaux. C'est qu'il l'emporta par l'élévation et la magnificence du style sur tous ceux qui s'exerçaient dans le genre démonstratif, et par la diligence exquise et l'art consommé sur les plus habiles rhéteurs. Cicéron, dont les connaissances étaient très étendues et très variées, a laissé plusieurs ouvrages spéciaux sur la philosophie, écrits à la manière de l'Académie. Il ne laisse pas, néanmoins, jusque dans ses plaidoyers et dans ses harangues, de faire quelque étalage d'érudition. Le premier chapitre, pour camper. Leur style est en quelque sorte l'image de leur caractère. Celui de Démosthène, éloigné de toute affectation et de toute plaisanterie, toujours grave, toujours sérieux et serré, sans, non la lampe comme Pythéas lui reprochait par raillerie, mais le buveur d'eau, mais l'homme méditatif, mais cette amertume et cette austérité de mœurs dont on lui faisait un crime. Chez Cicéron, le penchant à railler allait jusqu'à la bouffonnerie. Dans ses plaidoyers, même, il tournait en plaisanterie pour l'intérêt de sa cause les choses les plus sérieuses et négligeait quelquefois les bienséances. Ainsi, dans la défense de Caelius, il dit qu'il n'est pas étonnant que son client, riche comme il l'est et magnifique dans sa dépense, se livre aux voluptés. Qu'il y a de la folie à ne pas jouir de ce qu'on possède, d'autant que les philosophes les plus célèbres placent le souverain bien dans la volupté. Lorsque Caton accusa Muréna, Cicéron, alors consul, prit sa défense. Et pour faire pièce à Caton, il fit 1000 railleries sur la secte du portique, les stoïciens, à propos des absurdités de ces dogmes que les stoïciens nomment paradoxes. Les assistants poussèrent de grands éclats de rire qui gagnèrent jusqu'au juge, et Caton dit en souriant à ceux qui étaient assis auprès de lui, « En vérité, nous avons un consul bien plaisant. » En effet, Cicéron était d'un caractère plaisant et railleur, et avait un air gai et enjoué. Démosthène, au contraire, avait toujours l'air sérieux et occupé. Il quittait rarement ce visage sombre et sévère. Aussi, ses ennemis disaient-ils de lui, comme il le rapporte lui-même, que c'était un homme difficile et fâcheux. Bon. Notre parallèle. On peut voir en outre par leurs ouvrages que l'un, quand il se loue, le fait avec retenue, et jamais jusqu'à vous en fatiguer. Il ne se le permet que si un grand intérêt l'exige. Partout ailleurs, c'est la réserve et la modération même.
Cicéron, dans ses discours, parle de lui-même avec une intempérance qui décèle un désir immodéré de gloire. C'est lui qui s'écrie que les armes doivent le céder à la toge et le laurier triomphal à l'éloquence. Enfin, il ne se borne point à ses actes et à ses exploits. Il loue même les discours qu'il a prononcés ou écrits. Semblable à un jeune homme qui veut rivaliser avec les sophistes Isocrate et Anaximène, plutôt qu'à un homme d'État, vigoureux, armé pour le combat, terrible aux ennemis et capable de gouverner et de redresser le peuple romain. Le pouvoir de l'éloquence est nécessaire sans doute à un homme d'État, mais c'est se ravaler soi-même que d'aimer et de poursuivre avec avidité la gloire qu'elle procure. Ainsi, sous ce rapport, Démosthène eut plus de force et d'élévation dans l'âme, lui qui déclarait que son talent, fruit de l'expérience, ne pouvait se passer de l'indulgence des auditeurs et qui regardait avec raison comme des gens méprisables et de mauvais ton ceux qui tirent vanité de leur éloquence. Ils eurent tous deux une égale capacité pour traiter devant le peuple les affaires d'État. Et ceux mêmes qui commandaient dans les camps et dans les armées eurent besoin d'eux. Ainsi, Démosthène fut à Carès, à Diopitès, à Léosthène d'un puissant secours. Et Cicéron à Pompée, et au jeune César, comme César le reconnaît lui-même dans ses mémoires à Agrippa et à Mécène. Il a manqué à Démosthène un des moyens les plus capables de faire connaître à fond le naturel d'un homme, à savoir l'autorité et le commandement, qui mettent en activité toutes les passions et découvrent les vices cachés dans le cœur. Il ne fut jamais soumis à cette épreuve décisive, n'ayant jamais exercé de charge importante. Car il ne commanda aucune des armées qu'il avait fait assembler contre Philippe. Pour Cicéron, il fut envoyé comme questeur en Sicile, comme proconsul en Cilicie et en Cappadoce. Et dans un temps où l'avarice ne connaissait plus de bornes, où les préteurs et les généraux qu'on envoyait dans les provinces, jugeant le simple larcin trop peu digne d'eux, faisaient en grand le pillage, où prendre n'était plus une honte, et où l'on savait gré à ceux qui le faisaient avec quelque modération. Cicéron, dans un tel temps, montra un grand mépris pour les richesses, et fit éclater en mainte occasion son humanité et sa douceur. Dans Rome même, où sous le nom de consul il fut investi pour résister à Catilina, de toute l'autorité d'un souverain et d'un dictateur, il vérifia cet oracle de Platon, que les villes verraient fuir leurs maux lorsque, par une faveur de la fortune, la puissance suprême et la sagesse se trouveraient réunies avec la justice dans la même personne. Or, Démosthène est accusé d'avoir fait trafic de son éloquence et d'avoir composé secrètement des plaidoyers pour Phormion et pour Apollodore, les deux parties adverses d'un procès. On lui a reproché d'avoir reçu de l'argent du roi de Perse, et il fut condamné pour en avoir reçu d'Harpalus. Dirons-nous que ce sont là des calomnies inventées par ses ennemis? Il en eut, il est vrai, un grand nombre. Mais il n'est pas possible de nier que Démosthène n'eut jamais la force de résister au présent que lui faisaient les rois, pour lui témoigner leur reconnaissance et leur estime. Et c'est là, en effet, ce qu'on devait attendre d'un homme qui plaçait son argent à usure sur les vaisseaux. Au contraire, Cicéron, comme il a été dit, refusa constamment et les présents que les Siciliens lui envoyèrent pour son édilité, et ceux que le roi de Cappadoce lui offrit pendant son proconsulat. Ceux enfin qu'à son exil de Rome, tous ses amis voulurent le forcer de recevoir. Le bannissement de l'un fit sa honte, ayant été condamné pour crime de concussion, c'est-à-dire de malversation. L'exil de l'autre le couvrit de gloire,
n'ayant été chassé de Rome que pour avoir délivré sa patrie d'affreux scélérats. Aussi, la sortie de l'un, donc Démosthène, ne fit aucune sensation dans Athènes. Et quand Cicéron sortit de Rome, le Sénat prit la robe noire, porta le deuil et défendit qu'on traitât d'aucune affaire avant que le peuple eût décrété le rappel de Cicéron. Il est vrai que Cicéron passa en Macédoine dans une complète inaction le temps de son exil, tandis que l'exil même fut une période importante dans la carrière politique de Démosthène. Il parcourait les villes, luttant, comme nous l'avons dit, et pour les intérêts de la Grèce, chassant les ambassadeurs macédoniens et se montrant bien meilleur citoyen que ne l'avait été dans des situations pareilles. Thémistocle et Alcibiade. Revenu dans sa patrie, il se remit aux affaires publiques avec les mêmes principes et ne cessa de résister à Antipater et aux Macédoniens. Cicéron, au contraire, reçut de Lélus en plein Sénat le reproche d'être resté tranquille à sa place, sans ouvrir la bouche, lorsque le jeune César, imberbe encore, avait demandé qu'il lui fût permis, malgré l'interdiction légale, de briguer le consulat. Et Brutus, dans ses lettres, l'accuse d'avoir nourri et fomenté une tyrannie plus forte et plus pesante que celle qu'il avait détruite. Enfin, si nous considérons leur mort, on se sent une profonde pitié à l'aspect d'un vieillard qui, par faiblesse de cœur, se fait porter de côté et d'autre par ses domestiques, tâchant de se dérober à ses ennemis et de fuir une mort qui prévenait de bien peu le terme de la nature, pour tomber en définitive sous la main des meurtriers. Il est un peu méchant là, vis-à-vis de la mort de Cicéron. Un peu lâche. Démosthène, à la vérité, se rend d'abord en suppliant dans le temple de Neptune. Mais il faut admirer la précaution qu'il avait prise de tenir du poison tout près, et le soin qu'il eut de le conserver, et la fermeté avec laquelle il en fit usage. Le dieu ne lui assurant pas dans son temple un asile inviolable, il se réfugie, pour ainsi dire, au pied d'un autel plus sacré. Il s'échappe du milieu des armes et des satellites et se rit de la cruauté d'Antipater. Voilà, petite comparaison de la vie de Démosthène. Ici, vous voyez que c'est très... Il y a 7 petits chapitres, très mesurés, hein, et en même temps avec des choix de caractère et de peinture très précis. Moi, c'est un petit bijou, parce qu'on en garde vraiment de belles images, et qui sont très vraies, enfin, ensuite l'image que l'histoire a retenue, hein, de ces deux grands personnages. On connaît l'histoire de Démosthène, qui était bègue au départ, hein, et qui va faire des efforts énormes pour arriver à l'éloquence à laquelle il va arriver. Et Cicéron, qui est jugé par l'histoire de manière assez ambiguë, en fait.